Cet atelier collaboratif du Digital Society Forum. En quelques mots pour les nouveaux venus, qu'est-ce que le Digital Society Forum? Alors le Digital Society Forum, c'est une émanation d'Orange, de Psychologie Magazine et de la FIN. Le principe, c'est de mettre en place des ateliers collaboratifs avec des contenus scientifiques qui sont disponibles sur une plateforme ouverte. Cette plateforme, vous la trouvez en ligne sur www.digitalsocietyforumorange.com et à ce jour, il y a eu 10 thèmes de traités. Ce soir, nous allons traiter le thème de la famille connectée ou plus simplement vivre en famille à l'heure du numérique. Il faut savoir que ces thèmes sont également traités en France mais également à l'international et que nous en sommes avec cet atelier au 45e atelier. Alors si l'on prend le sujet vivre en famille à l'heure du numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on se rend compte que la famille a une structure qui est très différente d'il y a à peu près 50 ans. Il y a eu un bouleversement, que ce soit au niveau du rôle de l'homme, de la femme, que ce soit au niveau également des outils qu'on utilise dans une famille. Aujourd'hui, on est connecté, on a des PC, des tablettes, ce n'était pas le cas. Tout ça, ça change en fin de compte la façon de voir la famille, la façon de la vivre. Ça change aussi le rôle des parents et des enfants. Par exemple, aujourd'hui, les enfants apprennent souvent aux parents comment on se sert de ces outils numériques. Donc ça, c'est quelque chose effectivement de très nouveau. Alors je ne vais pas en dire plus, puisque pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre sociologue du laboratoire Sens de chez Orange, qui est Anne-Sylvie Farabot. Là, je vais devoir prendre mes notes pour expliquer tout ce qu'Anne-Sylvie fait. Voilà. Donc, elle est chargée d'études au sein du département de Sciences des Orange Lab, formée en ethnologie des mondes contemporains. Ses travaux portent sur les usages dans les nouvelles technologies de communication, puis le reste, je te laisserai le faire. Et nous avons également pour nous accompagner ce que nous appelons des grands témoins. Donc, nous avons Maryse Degboé, qui est présidente et fondatrice de la plateforme SIN, j'en dirai pas plus non plus, elle vous l'expliquera, et Nicolas Jean, qui est également créateur de Cuisine Aptitude et de Cuisine Aventure. Je précise également que cet atelier est placé sous le signe du festival Edfest, qui a lieu en ce moment. Et je remercie également Accro, avec qui nous travaillons en collaboration, notamment pour justement choisir des grands témoins en accord avec nos thèmes. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jean, qui va animer ce Digital Society Forum et qui va vous expliquer la façon dont ça va se dérouler. Merci Anne, bonsoir à tous. Alors cet atelier, Anne vous l'a déjà dit, il est collaboratif. On est ici véritablement pour travailler tous ensemble. Alors certes, nous avons des grands témoins, bien sûr, nous avons une sociologue, bien sûr, c'est une chance avec qui nous allons pouvoir discuter. Mais aujourd'hui, véritablement, il n'y a pas de sachant ni d'apprenant. On est tous là pour partager son vécu, son avis, et surtout, il est important pour tout le monde de l'écouter. Alors cet atelier va être divisé véritablement en deux phases. La première phase, eh bien, vous allez avoir 20 minutes pour travailler sur, comment dirais-je, les différents changements que vous avez pu voir au sein de votre famille qu'a apporté le numérique. Voilà, vous êtes donc dans un groupe, alors composé en moyenne de 3 à 5 personnes, voilà, c'est bien ça. Votre premier but, ça va être d'élire, si j'ose dire, eh bien, un porte-parole de votre groupe, et ensuite vous allez voir ces 20 minutes pour travailler donc à identifier ces 2 à 3 changements principaux. Suite à ça, nous allons avoir une dizaine de minutes, tous ensemble, nous allons partager ces différents changements et nos deux grands témoins vont intervenir et vont nous donner un petit peu leur avis ou en tout cas leur feedback sur ce que vous avez pu produire. Suite à ça, les groupes vont être amenés à changer. Donc là, je demanderai au porte-parole de rester à sa place et ensuite, l'ensemble des autres membres, eh bien, vous allez un petit peu changer de place pour mixer les groupes et aussi un petit peu changer les gens avec qui on a possiblement plus ou moins d'affinité. C'est important parce que on voit certains qui sont venus en groupe, donc on va essayer de changer un petit peu ça. Dans cette deuxième partie, 25 minutes cette fois-ci, non plus 20, le but, eh bien, ça va être de prendre l'un des grands changements que vous avez identifiés et de proposer, si j'ose dire, des améliorations, en tout cas des pistes d'amélioration.
Vous allez voir tout simplement, eh bien, je vais prendre un exemple, voilà, aujourd'hui, moi je vois que le numérique, dans ma famille, permet, pourquoi pas, eh bien, de diminuer la distance géographique. Ça c'est un changement, certes, nous sommes tous d'accord, mais comment aller plus loin? Comment améliorer encore ça? Comment améliorer encore les usages? Voilà, entre guillemets, votre second travail de ce soir. Suite à ça, bien sûr, à nouveau, une dizaine de minutes de mise en commun avec, bien entendu, nos deux grands témoins ici présents qui vont eux aussi apporter un petit peu leur pierre à l'édifice. Est-ce qu'il y a déjà des questions? On peut parler de changement positif et également négatif. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes véritablement libre. Hein, ça peut être bien sûr positif, bien sûr négatif. Ce qui est important, c'est la deuxième partie, c'est aller plus loin. Comment améliorer la chose? Alors, rendre le meilleur encore meilleur ou améliorer ce qui peut l'être. Voilà. Très bien. Je vais sans plus attendre passer la parole à notre sociologue qui va introduire le sujet. Au milieu. Au milieu où Ça force les uns et les autres à tordre le cou, mais c'est pas grave. on est libre. D'accord. Non, mais si ça va pour tout le monde, oui, ça fait un peu bizarre. Donc, non, en fait, j'aime pas tourner le dos aux gens, donc je vais faire quelque chose. Je suis désolée, c'est pas du tout pour prendre une position de sachant. Hein, vous l'avez bien dit, on va partager ce soir. Moi, je voudrais partager juste quelques résultats des travaux qu'on a menés au laboratoire et puis des lectures qu'on a fait depuis, des travaux en sociologie sur la famille et l'évolution de la famille avec les outils numériques. On va faire d'abord un petit zoom arrière parce qu'effectivement, ces changements liés aux outils qui sont autour des années 90-2000, on va dire, ont été précédés par un bouleversement beaucoup plus important au niveau sociologique, qui est l'émancipation de la femme au sein des foyers. Et ça, il y a vraiment quelques dates clés à avoir en tête. C'est très récent. En 65, la femme a le droit de choisir sa profession et d'ouvrir un compte en banque. Hein, en 70, elle partage l'autorité parentale avec son époux sur les enfants. Et en 75 ou 74, je ne sais plus, le divorce par consentement mutuel est autorisé. Donc c'est ça les grosses transformations de la famille qui ont précédé l'arrivée des outils individualistes. Et pourquoi je les rappelle? Parce que simplement, avec ces changements-là, il y a la famille qui était en gros une institution collective portée par le patriarche devient un lieu de vie, le foyer devient un lieu de vie où chacun s'émancipe, où chacun a le droit à avoir une vie personnelle privée qui est fondée sur des relations beaucoup plus horizontales, beaucoup plus authentiques. Hein, si on ne s'aime plus, on se quitte, pour le dire très vite. Hein. Et ce qui est vrai pour les parents, enfin pour les conjoints, est vrai aussi des parents-enfants, c'est-à-dire que les enfants sont censés aussi s'émanciper à travers leur vie dans le foyer. Ils ne sont pas seulement des enfants, ils sont aussi des adultes en devenir, ils doivent se construire, ils peuvent avoir des passions, ils sont eux aussi des individus. Donc au sein du foyer, il y a en quelque sorte un dédoublement de Saint-Guy le dit comme ça dans son livre sur la sociologie de la famille contemporaine, un dédoublement de la vie privée au sein du foyer. Il y a la vie privée orientée vers l'épanouissement personnel et la vie privée orientée vers l'épanouissement collectif et familial. Et ces deux vies-là ont le droit de citer pleinement à l'intérieur des foyers. Alors, avec les outils, et on y vient, il y a évidemment un accompagnement très fort de cette tendance à l'individualisation, à la vie individuelle au sein du foyer, parce que, premièrement, fin des années 90, avec les outils mobiles, ce sont des outils individuels surtout. Avant d'être mobiles, ils ne sont plus collectifs, c'est plus le téléphone fixe, c'est chacun à son téléphone. Et ça, c'est très important. Chacun avait déjà sa télévision un petit peu dans les foyers, les chambres, avaient commencé à voir arriver des outils numériques. Mais avec le téléphone, c'est vraiment beaucoup plus d'individualisation encore. Mais la culture de la chambre a été déjà décrite par les sociologues dès les années 60, donc bien avant ces années-là. Hein. La culture de la chambre, c'est la culture des jeunes qui mettent leurs posters, qui ont le droit d'écouter leur propre musique, différente de celle des parents, etc. Cette individualisation est fortement accompagnée par la profusion des outils numériques. Le deuxième temps, c'est, tournant des années 2000, la connectivité qui se renforce et le fait que tous les outils deviennent multifonctionnels. C'est-à-dire qu'une console de jeu permet aussi de communiquer sur Internet, un téléviseur devient un communicant, un téléphone devient aussi un outil d'accès à des contenus télévisuels, à des contenus radiophoniques, à des contenus vidéo, musicaux. Et donc, en fait, il y a eu une première simple question qui était Théo avec le téléphone, et au tournant des années 2000, c'est tu fais quoi? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que chacun est en train de faire au sein du foyer. Et en fait, ce que questionnent en permanence les outils numériques, c'est cet équilibre entre vie privée personnelle au sein du foyer et vie privée orientée vers le collectif. Et
Et en fait, la seule présence des outils questionne cet équilibre. Est-ce que tu es en train d'acheter un voyage pour nos vacances communes dans 3 mois, de faire les courses pour le foyer, ou de discuter boulot, ou de discuter privé, ou alors, pire évidemment, toutes les tensions autour de la surveillance entre conjoints, les sites de rencontres, de surveillance des parents vers les enfants, parce qu'un autre grand changement de la famille moderne, c'est aussi que les liens d'alliance se sont considérablement fragilisés, avec les divorces, le fait que les enfants naissent de plus en plus en dehors des relations matrimoniales. Et en fait, la famille se construit surtout autour de la naissance des enfants et du parcours des enfants. Et ce qui fait aujourd'hui la réussite d'une famille, c'est la réussite du parcours scolaire des enfants de plus en plus, dans les temps de crise d'aujourd'hui. Et donc, il y a une injonction, la famille réussie, c'est la famille qui porte ses enfants jusqu'au bout de ce parcours-là, qui ont des enfants épanouis et qui réussissent à l'école. D'où l'attention sur la surveillance autour des usages des outils numériques à l'adolescence. C'est un point important, mais les études sur les outils numériques ont montré qu'en fait, les outils sont utilisés comme les gens vivent leurs relations. Un couple fusionnel va utiliser les outils numériques de façon fusionnelle. Un couple qui a tendance à être très indépendant et autonome l'un de l'autre va utiliser les outils de cette manière-là. On a tendance à dire en sociologie des technologies que les technologies ne font pas les relations, c'est plutôt l'inverse. Elles accompagnent des relations qui se font et qui se défont. Et par exemple, les grosses tensions autour de la relation qui se défait au moment d'autonomie des adolescents et des jeunes adultes, c'est un moment où la famille est fragile de toute façon, qu'elle ait des outils numériques ou non, parce qu'il y a ces tensions vers une déconstruction de ce qui a été construit pendant des années avec le fait de faire grandir des enfants. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment garder en tête quand on discute du rôle, de la place et du numérique, rôle d'accompagnement. Alors, il y a des choses qui ont changé quand même, qui sont importantes à souligner. On a une image, qui est peut-être un peu une image d'Épinal, mais de cette fameuse télévision qui rassemblait les gens au foyer, au sein d'un espace commun, le salon. Bon, on ne sait pas si cette télévision-là a vraiment existé et combien de temps. Elle n'est pas la réalité depuis plusieurs décennies déjà. Et en revanche, ce qu'il faut souligner, c'est qu'avec cette famille qui a des relations plus authentiques et plus relationnelles et horizontales, on a aussi plus de circulation choisie et élective des complicités et des contenus. C'est-à-dire qu'on va regarder telle série avec plutôt son frère ou plutôt sa mère, on va écouter telle musique plutôt avec son père, et plutôt que de faire de l'écoute ensemble collective, on va faire de l'écoute dans des temps séparés, désynchronisés, il y a une sorte de vie en sociologie, désynchronisation des temps sociaux, c'est un peu pompeux, mais ça veut dire qu'en gros, c'est plutôt parce qu'on organise le travail différemment, qu'on ne vit pas dans les mêmes temps, et par contre, on peut partager des contenus en se les envoyant, en échangeant et en les commentant après coup. Et en fait, il y a eu un gros déplacement de temps collectif vers du temps, non pas collectivement en train de consommer sur un même écran, mais des temps de partage après coup et de commentaires après coup. Et des complicités qui se nouent de façon assez sélective, et on a des parents qui témoignent du fait qu'ils ont une communication affective assez forte avec les SMS qu'ils n'ont pas en face à face et au sein des collectifs familiaux. Donc c'est des changements importants. Le dernier, et après je pense que j'aurais pas passé mon temps, le dernier que je voudrais souligner, c'est que la famille avec enfants qui cristallise beaucoup des enjeux, notamment dans l'espace médiatique, autour de la profusion des outils numériques, est une réalité assez peu partagée. On a un chiffre qui est facile à retenir. En France, 33% des foyers sont occupés par une personne, 33% par 2 personnes, et 33% par 2 et plus. Donc déjà, le fait d'être nombreux et d'avoir des écrans qui isolent les uns et les autres, c'est une réalité déjà pour peut-être un tiers des foyers. Et encore, dans ce tiers des foyers où il y a en fait, le nombre véritable de gens qui vivent dans un foyer avec un mineur, c'est 22% des foyers français. Donc la réalité de l'accompagnement du numérique dans la vie familiale, c'est plutôt un accompagnement qui se passe hors les murs. C'est-à-dire que ce n'est pas tant pour vivre la vie intra-foyer que pour vivre les relations à distance que le numérique va changer beaucoup de choses. Et là, il y a beaucoup de choses encore à écrire et à faire, mais c'est vrai qu'avec la profusion des outils de partage de contenu, de visiophonie avec les Skype et compagnie, on a effectivement un renouvellement de la relation à distance entre les foyers. Et à distance, ça peut être aussi pour accompagner des jeunes qui partent faire des études à l'étranger de plus en plus, ou des migrants qui vivent leur famille de façon très éclatée. Ça peut être de la très longue distance. Mais déjà, ça peut être aussi s'occuper d'un parent âgé, s'occuper d'enfants qui sont devenus grands et qui vivent plus au foyer avec vous. Et ça, c'est une réalité
très très largement partagée par beaucoup plus de foyers que celle des adolescents qui sont, on va dire, scotchés devant un jeu vidéo pour caricaturer un peu le propos qu'on peut parfois avoir. Voilà, je terminerai là-dessus en disant que certainement à travers les discussions on aura d'autres éléments à ajouter parmi ces tendances et ces points forts et ces points faibles de ce que la vie numérique peut apporter au sein de la vie familiale. Et je rends la parole à Jean. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va être à votre tour de faire travailler un petit peu vos méninges. Vous avez devant vous, chacune des tables, une feuille A3. Alors, vous avez dans la première partie, effectivement, identification de 2 à 3 changements. Ce qui va être important pour vous, eh bien, tout simplement, ça va être d'identifier des changements, entre guillemets, si j'ose le dire, compréhensibles de tous. Hein, c'est-à-dire des choses simples, claires, précises. Il y a vraiment un travail de synthèse, entre guillemets, qui est à faire. Pour cela, vous avez maintenant 20 minutes. Voilà. À vos stylos, à vos idées. Et en attendant. Bien, messieurs, dames, on arrive déjà au bout de notre premier atelier de 20 minutes. Alors, maintenant, le travail le plus difficile, si j'ose dire, eh bien, ça va être de choisir pour vous un changement majeur. Donc, sur la liste, vous en avez normalement maintenant entre 2 et 3. Il va falloir en restituer un seul. Pour ça, ça va être tout simplement le rôle du porte-parole de votre groupe. Voilà. Donc, si ce n'est pas encore choisi, je vous invite à le faire. Et tout simplement, ensuite, je vais passer entre vous pour vous donner la parole et pour que vous puissiez nous donner le changement majeur que vous avez sélectionné. Alors, je vous rappelle, il est important que votre changement majeur soit clair et concis. Ça, c'est vraiment très important. Oui, pour moi c'était logique, mais... Oui, effectivement, ce que vient de me souligner Anne, elle a tout à fait raison. On a de temps en temps le cas d'une table et ensuite d'une autre où le changement majeur est le même. Ah oui. Bien sûr. Alors, bien entendu, si cela devait se produire, on va en choisir un autre. Tout simplement. Voilà. Comme ça, effectivement, on n'a pas de double. Non. Très bien. On commence ? Allez. Je vous donne le micro. Bon, au niveau des contacts, les contacts très lointains sont facilités, par l'image comme par le son. Par contre, les contacts, on va dire, à l'intérieur même d'une cellule familiale, se sont franchement détériorés à cause de ça, parce que les enfants en particulier, ils sont énormément, voire même les adultes. D'accord. Alors, les contacts lointains sont facilités, que ce soit par image ou par son, tout simplement, parce que c'est simple maintenant. On voit n'importe qui au bout du monde. Et par contre, les contacts à l'intérieur d'une même maison se sont détériorés justement par la trop grande utilisation de ces médias, à la fois informatiques, téléphoniques, peu importe. Moi, je pense que c'est ça peut-être que j'aurais mis en premier d'ailleurs. Loin. Très bien, merci. Donc effectivement, la première idée, c'est, si je comprends bien monsieur, ça permet effectivement un rapprochement, en tout cas, on va essayer de minimiser l'éloignement géographique, mais en même temps, quelque part, on a effectivement une certaine aliénation entre les membres de la famille qui sont au sein du même foyer. Mais détériore les contacts de proximité. Voilà. Voilà, c'est ça. Très bien. La deuxième table. Nous, c'est autant parce que nous, dans notre groupe, on s'est plutôt dit l'inverse, en fait. Sur la deuxième partie de la phrase, on s'est dit que, bien sûr, le numérique facilite les contacts lointains, effectivement. Mais on s'est dit que ça pouvait, dans certains cas,
rapprocher aussi, créer de nouveaux types de relations au sein de la famille. Et donc rapprocher la famille, par exemple, en inversant le rôle apprenant, parents-enfants. Au niveau des enfants, c'est les enfants qui vont expliquer comment ça fonctionne, donc ça crée du lien, d'autres types de liens, certes, mais ça crée du lien. C'est aussi une façon de s'ouvrir, apprendre différemment. Donc c'est pareil, encore une fois, c'est les enfants qui peuvent montrer l'exemple aux parents. Et donc en créant comme ça de nouveaux types de relations qui sont... voilà, on n'est plus là pour être de côté. Je consulte mes enfants, j'apprends avec eux, je les accompagne. Voilà. À la condition qu'ils aient réussi à maîtriser l'utilisation de la... Alors c'est tout le point effectivement que c'est dit, c'est bien de les accompagner, en tant que parents, dans la famille, de continuer à accompagner, mais comme on le ferait sur les différents, même s'il n'y avait pas numérique, quoi. C'est vraiment le côté comment j'accompagne, comment je pose les garde-fous au bon moment, etc. Mais pour tout ça, il faut du lien. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit, tiens, pour nous c'est plutôt l'inverse en fait. Ça dépend peut-être des tranches d'âge. Nous on a 2 ados, donc on est peut-être influencé par cette période qui est particulière. L'isolement de l'ado, ils se distinguent, ils sont en train de se distinguer, de se former leur identité, quoi. Donc, par rapport à des enfants de 7-8 ans. Peut-être dans une opposition où de toute façon ils seraient allés de toute façon. Oui, parce qu'ils sont ados. C'est pas simple. Je cite un exemple à monsieur tout à l'heure. Si vous allez au restaurant maintenant, s'il y a une famille de 3 personnes, des parents et un enfant, ils ne se disent pas un mot. Ils sont tous sur leur téléphone. Tous. Combien de fois ça nous est arrivé? Avant, quand même, on se serait parlé, parce que c'était un lieu convivial, le restaurant, mais là, rien. Du début à la fin, la seule parole qu'il dit, c'est commander et dire merci à la serveuse. C'est tout, le premier jour. C'est tout. On insistait à ça souvent. Et ça me dérange un peu quelque part. C'est-à-dire que c'est pour ça que je trouve que les contacts avec qui on est tous les jours se sont un peu détériorés, et les contacts avec qui... J'ai des fils qui sont à Brest, qui sont à Strasbourg, qui sont n'importe où, qui sont à Tours. C'est très facile de se contacter, de se voir même. Et là, on fait volontiers, mais ça ne dure pas non plus 2 heures. Mais quand vous avez les enfants dont ils parlent, moi, ça j'arrive parfois chez eux, ils sont occupés sur Minecraft, ils ne me voient pas rentrer, ils ne me voient pas sortir. Il n'y a que le chien qui est content de le voir parce que je le sors. C'est tout. Donc ça pose un problème. Il n'a pas de tablette. Il n'a pas de tablette. Il n'y a pas encore de tablette. Il a du flair. Après, il y a pas beaucoup de positif, mais des petites choses comme ça qui, nous, on n'a pas été... Nous, on est plus anciens, apparemment. Ça nous gêne quelque part. Parce qu'ils ne sont pas bien élevés. Ben non, ils font tous pareil. Ils sont tous pareils. Moi, j'ai vu que chez Corinne, c'est pareil. Ils sont pareils. Le numérique crée de nouveaux liens dans la famille, renversement dans la transmission des savoirs, notamment face au numérique. Est-ce que ça colle à ça? Oui, il y a le renversement des transmissions, il y a une nouvelle façon d'apprendre aussi, tout le monde peut regarder par exemple, des reportages sur le numérique, etc. Donc c'est une façon d'apprendre qui met tout le monde au même niveau, et c'est plus simplement la relation enfant-parent. Voilà, donc ça crée des opportunités. Après, effectivement, le tout c'est de savoir bien les cadrer. Travail collaboratif. Exactement. Très bien, merci. À vous cette fois. Donc, nous, notre problématique autour du changement numérique, on l'a appelé le syndrome de surconnexion féminine, par manque d'exemples masculins. On s'est rendu compte que... On s'est rendu compte que beaucoup d'exemples féminins, nos amis, qui étaient constamment en communication avec leur mère, et qui du coup pouvaient appeler 3-4 fois par jour, tous les jours, toute la semaine, donner des informations de tout ce qui se fait de la journée. Et qu'on appelle ça comme ça, le syndrome de surconnexion féminine. Alors, est-ce que, je vais quand même me permettre de prendre un peu de l'avance, mais est-ce qu'on est obligé à votre sens de rajouter féminine? Non. Parce que je connais moi personnellement aussi des amis à moi qui téléphonent 3-4 fois à leur maman par jour. Ça n'a rien à mon sens d'exemple. L'égalité. Est-ce qu'on peut accepter de doter féminin, voilà, donc les syndromes de surconnexion que nous comprenons tous.
Ouais, surconnexion. Qui empêche la connexion affective en fait. C'est très affectif là, dans les exemples que vous avez pris, c'est vraiment le côté de la fusion, les outils utilisés de façon fusionnelle dans le cadre des couples fusionnels ou mère-enfant fusionnels. C'est plutôt intergénérationnel, quoi. C'est plutôt mère-enfant, je pense. Mère-enfant. Dans les études, il y a vraiment les trois. Il y a les couples célibataires avec leur mère, c'est aussi c'est assez caricatural, hein, mais on retrouve les relations mère-fille à l'entrée à l'âge adulte, ça revient très fortement aussi. Et il y a les couples fusionnels, hein, il y a aussi des couples qui ont 4 à 5 communications. Oui, c'est vrai, quand ils sont museaux. Voilà. Très bien, merci. Donc on a fait maintenant le tour effectivement de nos différentes tables. J'en avais été 5e, on avait fait des choix. Oui, on va prendre un 5e. Alors, est-ce qu'il y a une table, la vôtre en fait. Et lui, toutes mes excuses. Non. Alors attendez, je vais vous donner le micro, ce sera plus simple. Un peu dans le même esprit, mais sur un autre versant, on a parlé des problèmes de déconnexion. En fait, cette idée que les outils numériques nous permettent une sorte de fluidité dans l'organisation de la vie quotidienne et de la vie familiale, mais qui fait qu'on ne peut jamais reposer la casquette et être au travail sans risquer, entre guillemets, un coup de fil du conjoint, de l'école, une gestion des affaires. Et c'est un fil à la patte qui pèse sur les différents rôles, qui pèse sur les rôles féminins, notamment avec les enfants en bas âge. Mais c'est aussi, ça pèse sur les enfants qui deviennent adultes et que les parents peuvent appeler à minuit ou minuit et demi pour savoir s'ils sont bien rentrés. Enfin, donc c'est ce côté fil à la patte. Donc ça, c'est un changement qui à la fois fluidifie, permet une improvisation, une gestion en temps réel de on va chercher la baguette, etc. Et puis en même temps, le fait d'être constamment dans tous ces rôles. C'est peut-être pire sur le plan professionnel, ça. Alors, c'est beaucoup décrié sur le versant professionnel où effectivement on reçoit un mail à 20h et on se dit il faut qu'on y réponde alors qu'on est attendu à table et que voilà. Mais de l'autre côté, c'est vrai dans l'autre sens aussi que quand on est au travail et qu'on entend y être, si on a un enfant envahissant, peu autonome, qui est en stress post-bac, pré-bac. Non, ça sent le vécu, c'est pas le mien. Le mien a 5 ans, donc on n'en est pas encore là. Mais voilà, c'est ce côté fil à la patte, déconnexion et fluidité qui sont les deux versants. Ça a quand même bien facilité les choses, parce que nous, on a vécu des époques où on n'avait pas de contact. Quand nos enfants voyageaient, quand on avait des enfants sur la route, par exemple, on savait parfois que le lendemain, ou le surlendemain, qu'ils étaient bien arrivés. Et on avait quand même le temps de s'angoisser parfois. Alors que maintenant, s'ils sont sympas, ils nous envoient un SMS ou 2 mots au téléphone, je suis arrivé. Ils n'oublient pas, mais en général, ils n'oublient pas. Mais ça, c'est quand même quelque chose de rassurant qu'on n'avait pas avant. Cette rapidité de contact. Ça fait partie de ce qu'on a dit d'ailleurs, de toute façon. Bien, donc, nous avons maintenant nos 5 changements majeurs. Alors je vais les rappeler. Le premier, c'est le numérique facilite les contacts lointains. En revanche, le numérique détériore les contacts de proximité, avec l'exemple que nous avons ici. On reste effectivement sur son téléphone, même quand on est aux familles, au restaurant, etc. Le numérique crée effectivement de nouveaux liens dans la famille. Tout le monde peut apprendre de tout le monde en même temps, nous l'avons bien compris. Bien sûr, le numérique peut développer un syndrome de surconnexion qui empêche effectivement la déconnexion affective. Et en dernier point, le numérique permet aux membres de la famille d'être connectés tout le temps, fluidité et rapidité des contacts, mais avec un risque effectivement de ne pas se déconnecter. Alors, je vais demander maintenant à nos 2 grands témoins de me rejoindre, et effectivement de donner déjà, dans un premier temps, leur feedback, si j'ose dire, de ce qu'ils ont pu entendre en vous côtoyant pendant ces 20 premières minutes, et effectivement s'ils ont envie de rebondir sur certains changements. À vous la parole. Donc, j'ai fait le tour un peu des tables, je me suis particulièrement reconnue un peu partout. Donc, je suis maman aussi, j'ai 2 petites filles, une de 10 ans, qui commence aussi à aimer les tablettes, les téléphones, parce qu'elle récupère tout le temps le mien, elle a trouvé le code, donc
D'ailleurs que je le pose quelque part, voilà. Donc je partage le point de vue aussi selon lequel le numérique éloigne, rapproche autant quand on est loin et éloigne les gens qui sont déjà proches. Je prends un exemple simple, il y a quelques années, mes parents, mon père et ma mère sont en Afrique, au Gabon, donc on s'appelait une fois par an, on va dire, parce que voilà, ça coûte cher, etc. Mais depuis qu'il y a WhatsApp et Facebook, par exemple, on s'envoie des messages, on s'appelle, on peut s'appeler gratuitement via WhatsApp. Donc, dans ce cas-là, le numérique rapproche clairement, parce que mes parents, voilà, je n'avais pas de contact régulier avec eux. Sauf qu'en famille, ça éloigne un petit peu. Je me rappelle quand j'étais en couple, mon conjoint et moi, parfois on est dans la même pièce et on s'envoie des SMS. Parce que si je dis quelque chose, viens manger, il ne m'entend pas. Donc je sais que comme il est en train de jouer à Clash of Clans sur son téléphone, le SMS va arriver et là il le verra push sur son écran. Donc voilà, donc c'est ce que je déplore un peu sur le numérique. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de très bons côtés aussi, du point de vue du travail, du point de vue de la rapidité des échanges, tant familiaux que professionnels, etc. Il y a aussi de bons côtés. Donc je vais passer la parole à Nicolas qui va essayer de... Merci Maryse. Alors, déjà la première chose, moi qui m'étonne beaucoup dans vos discussions, c'est que si on peut revoir les 5 points d'avant, on a parlé de relations tout le temps en fait. Le numérique, c'est des relations. Alors soit ça éloigne, soit ça rapproche, soit il y a des problèmes parce qu'il y a trop de relations, soit ça permet effectivement d'avoir la communication. Mais voilà, enfin, le numérique et la famille, vous avez vachement orienté sur est-ce que ça apporte de la communication ou est-ce que ça en enlève. Donc voilà, c'est assez rigolo parce que en fait les contacts, on a parlé de contacts, de liens, de surconnexion, de connexion, mais alors qu'en fait le numérique ça peut à la fois apporter d'autres choses en dehors de ça. Moi j'avais relevé 2-3 points en fait qui étaient assez intéressants. C'était il y avait des questions de perte de temps à un moment donné. Moi j'ai des expériences où le numérique, effectivement on est à table et puis on se demande, on a discuté tout à l'heure à la table là-bas, quelle est la surface de l'Australie, et ben, tu sors ton téléphone et tu as la réponse tout de suite. Quoi. Parce que du coup tu as la science qui est dans un petit truc qui est grand comme ça. Voilà. Par rapport à cette problématique de connexion effectivement du numérique qui est rentré dans la famille, je rebondis un petit peu par rapport à Cuisine Aventure qu'on est en train de lancer, qui fait que je suis là aujourd'hui, où effectivement on a été retenu par Accro dans le cadre de Tango Escale. Et un des principes, c'est justement d'essayer de sortir les enfants du numérique à travers des cours de cuisine qu'ils reçoivent par correspondance. Et effectivement, on s'est dit, ouais, les enfants, on peut leur mettre une application sur une tablette, et puis effectivement, la tablette, ils vont regarder dessus, ils vont faire l'application cuisine. Et là, on a décidé en fait grâce au numérique, parce que le numérique nous permet d'adapter nos cours de cuisine à chacun des enfants, c'est-à-dire que le développement informatique, les logiciels qu'on peut mettre en place nous permettent effectivement de se dire, voilà, tel enfant il est comme ça, voilà ce qu'il sait faire, voilà ce qu'il ne sait pas faire, quelles sont ses intolérances alimentaires, et en fonction de ça, effectivement, on lui envoie par courrier, il reçoit un courrier avec un colis, avec une toque, où il s'habille de la toque, et puis il reçoit la recette sous format papier. Il peut du coup repasser du temps avec son papa, sa maman, son grand-père, sa grand-mère, pour réaliser cette recette dans l'espace de la cuisine, qui pour nous est un espace, effectivement, tu parlais de manger, etc. tout à l'heure, l'espace de la cuisine, c'est aussi un espace de rencontre, et globalement, tous les enfants, enfin, il y a une étude qui dit que 97% des enfants de 6 à 12 ans aiment faire la cuisine. Ben voilà, le fait de leur faire refaire la cuisine, de les sortir des écrans, ben ils sont plus sur la tablette, ils sont autour d'une fourchette, d'un fouet, et puis ils réalisent des recettes. Donc il y a aussi, je pense, cette possibilité-là à travers le numérique. Bon, je parle de Cuisine Aventure parce qu'on vient de le sortir, mais Marmiton c'est très bien, hein. Vous sortez une recette sur Marmiton, vous dites au gamin, tiens, allez on cherche chocolat, on cherche moelleux chocolat, et ben tu imprimes ta recette ou tu la regardes, et puis avec ton enfant, ben, grâce au numérique, tu peux avoir autant de recettes que tu veux et les réaliser avec lui. Très bien, merci. Alors,
est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux grands témoins sur ce qu'ils vous ont dit, ce qu'ils nous ont apporté? Est-ce que vous avez envie de réagir peut-être aussi à leurs propos? Ou pas? Oui. Le premier contact que vous avez avec vos clients, c'est par Internet ou par le numérique, peu importe. Et ensuite, j'ai entendu vous parler de leur envoyer une top, donc après il y a quelque chose qui Il y a un envoi, effectivement. En fait, Cuisine Aventure, c'est un système d'abonnement. C'est-à-dire que notre objectif, qu'on propose aux enfants, c'est la promesse que l'on fait, c'est de les aider à devenir des vrais chefs. Et en fait, la connexion se fait effectivement via Internet parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui international, même il y en a qui partent en Suisse. Donc voilà. Mais vous renseignez en fait ce que c'est faire l'enfant, c'est-à-dire que en fonction de chaque enfant, est-ce qu'il sait battre des plans en neige, est-ce qu'il sait casser des œufs, est-ce qu'il sait utiliser un système gentil, voilà, des critères comme ça. En fonction de ces critères-là, nous on crée des recettes qu'on lui envoie effectivement par courrier. Et donc il y a le plaisir de l'enfant aussi d'ouvrir la boîte aux lettres, d'avoir le courrier à son nom avec effectivement les fiches techniques. En même temps, ça nous permet aussi de mettre un petit ingrédient ou un petit goodies, enfin un ustensile, une spatule ou quelque chose comme ça qui va lui permettre en même temps d'être fier de sa cuisine aventure. Est-ce qu'ensuite il communique les résultats? Alors, c'est pas encore développé, ça va faire partie de la deuxième partie du développement de Cuisine Aventure, on l'a lancé il y a 3 mois. On a prévu effectivement que l'enfant puisse partager les photos de ses réalisations, etc. avec les chefs de Cuisine Aventure, mais aussi de créer une plateforme pour les enfants, en fait, et de faire en sorte que tous ces enfants se rencontrent de manière virtuelle, effectivement, sur Internet, à travers une plateforme qui sera, je vous entendais parler de sécurité, et ça fait partie des points qui aujourd'hui nous freinent beaucoup, c'est vraiment la sécurisation de l'enfant qui va aller sur l'ordinateur pour pouvoir communiquer avec d'autres enfants et puis effectivement être très attentif à des problèmes d'orthographe comme j'ai fait. Exactement, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, moi j'ai une question, parce que Nicolas vous a présenté effectivement votre business, si j'ose le dire, mais Maryse, on ne l'a pas entendu en fait, alors est-ce que vous pouvez peut-être aussi présenter votre société, ce que vous faites au jour le jour? Donc aujourd'hui, j'ai 2 casquettes en fait. Je suis salariée, je suis consultante en informatique, donc je travaille dans une société de services informatiques. Et parallèlement à ça, je viens de créer ma société qui s'appelle Sign pour Smile You Are Not Alone. Donc c'est une société du numérique qui va faire se rapprocher en fait l'offre et la demande de garde d'enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, il y a des parents, il y a des prestataires de garde d'enfants, des assistantes maternelles, des étudiants qui font du babysitting, et ces 2 populations ont du mal à se rencontrer tout simplement. Il y a des assistantes maternelles dans mon quartier, mais pendant longtemps, je suis allée jusqu'à Lingolsheim déposer mes enfants. Donc de Cronenbourg à Lingolsheim, ça fait quand même un sacré parcours. Donc après avoir observé tout ça, j'ai vu que le numérique pouvait apporter quelque chose de positif. Et donc j'ai décidé de créer la plateforme garde d'enfants pour tous.fr qui sera lancée à la rentrée de septembre. Ce sera clairement un site de rencontre, pour être simple et compréhensible par tout le monde, entre l'offre et la demande de garde d'enfants. Sur ce site de rencontre, un parent qui se retrouve embêté parce que ça nous l'a lâché ou parce que l'assistante maternelle est malade, peu importe, va lancer une recherche et pourra trouver en temps réel qui est disponible autour de chez lui, dans son immeuble, son quartier ou sa commune. Et là, il trouvera l'assistante maternelle qui habite à 2 pas, l'étudiante qui n'a pas cours effectivement ce jour-là, ou une jeune retraitée ou un jeune couple de retraités qui peut donner de son temps, parfois même bénévolement. Il y a des papis-mamies qui sont prêts à garder des enfants, mais bénévolement ou contre échange de services, faire quelques courses dans la semaine pour eux, parce qu'ils ont des problèmes de mobilité, etc. Donc ma plateforme garde d'enfants pour tous.fr va permettre aux gens de se rencontrer. Donc voilà un cas où le numérique va rapprocher des gens qui ne se parlent pas, qui se rencontrent dans la rue ou chez le boulanger tous les matins, mais ne se parlent pas. Donc voilà. Je pensais que ce serait dans la deuxième partie en fait. Voilà. Donc un cas où le numérique, on peut s'en servir pour... Donc aujourd'hui, on développe le site pilote, c'est Strasbourg, l'Alsace, et l'idée c'est de se développer rapidement à l'échelle nationale. Donc dans ce parcours entrepreneurial, là j'ai eu la chance de gagner un concours qui est le Talent des Cités 2015.
Donc j'ai représenté l'Alsace au niveau national, donc j'ai remporté le prix national Talent des Cités 2015 à Paris. Et c'est par là en fait que j'ai pu trouver le budget initial pour lancer le projet et être prête pour la rentrée 2016, lancer ça pour soulager les parents parce que comme je vous l'ai dit au début, j'ai 2 enfants que je lève seule depuis 3 ans maintenant. Et en ayant un emploi à temps complet, voilà, c'était mon équation, c'était ma difficulté. Et j'ai vu que le numérique, voilà, allait clairement apporter une solution efficace pour résoudre cela, parce que les petites annonces dans les commerces ou sur les affiches, on ne sait pas toujours qui il y a derrière, justement. Et grâce à la plateforme, on pourra avoir une présentation un peu plus dynamique des personnes. Les personnes pourront interagir sur le site avant de se rencontrer physiquement pour échanger et pour convenir d'une garde d'enfants. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour répondre. Alors, juste dans mes autres étonnements par rapport à ce qui a été dit autour des tables, on est autour du numérique et de la famille en fait. Moi, il y a un point qui m'étonne beaucoup à travers toutes les applications sur Internet, etc. Mais je ne vous ai pas entendu en parler, donc je vous le dis comme ça. C'est la mise en scène de la famille en fait. Alors, vous parliez avant effectivement de l'objectif des parents, de la réussite de leurs enfants, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un besoin de réussite de la famille et qu'elle soit mise en scène sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a ce côté-là. Enfin, tout le monde a Facebook ici, ouais. Non. Bon, d'accord. Bon, en gros, je pense avoir eu une trentaine de notifications, des mentions bien, assez bien, très bien, des enfants au bac aujourd'hui, en fait. C'est quelque chose, voilà, enfin, tu le partageais avant avec tes amis, au prochain repas de famille, etc. Là, aujourd'hui, il y a eu 30 notifications d'amis qui ont des enfants qui ont passé le bac, et il y avait des mentions avec « je suis super fier de ma fille, machin, j'aurais jamais cru qu'elle y arriverait ». Enfin, il y a une mise en scène qui est, voilà, que le numérique, effectivement, permet ou oblige quelque part. Je pense qu'il y a une espèce d'obligation de la famille connectée à être mise un peu en scène. Voilà. Juste pour rebondir, c'est que voilà, le numérique aujourd'hui nous permet de partager, d'ouvrir le cercle familial, de partager avec les tantes, les oncles à qui on ne donnait pas forcément des nouvelles tout le temps. Voilà, avec une notification Twitter, on peut diffuser à tout le monde, aux parents, aux proches, aux collègues, voilà, une bonne nouvelle à partager. Donc c'est aussi un outil qui permet de partager, au-delà du fait de se rencontrer, de se retrouver sur des thématiques communes. Aujourd'hui, je fréquente beaucoup les groupes, les forums. Quand je ne sais pas faire quelque chose, voilà, mon premier réflexe c'est d'aller sur un forum. Il y a quelqu'un qui a déjà eu le problème, qui l'a résolu et qui a mis la solution. Donc le numérique aussi apporte ça, les réseaux sociaux, etc. nous permettent de... Voilà, moi la plomberie, je ne connais rien, comme Olivier Boucher, j'ai envie de pleurer. Mais aujourd'hui, voilà, je vais sur un forum, je trouve même une vidéo où quelqu'un a eu le même problème et l'a résolu. Donc voilà, ça ouvre aussi le champ des possibles par rapport à tous les besoins qu'on peut avoir dans la vie courante. Très bien. Merci en tout cas pour ces premiers retours. Alors maintenant, comme je vous le disais en début d'atelier, le principe ça va être que le porte-parole qui a été désigné dans chacun de vos groupes reste à sa place, il y a un peu de chance, pas besoin de bouger. Et les autres, je vous invite vraiment à vous mêler dans les autres groupes pour pouvoir passer à la deuxième partie de l'atelier, qui, je vous le rappelle, sera maintenant de choisir un changement parmi ceux que nous avons identifiés et de proposer des solutions, des idées d'amélioration. Voilà. Je vous invite maintenant à vous mouvoir. Moi, je suis arrivé en retard, donc je ne sais pas de ce qu'ils font. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont commencé. C'est une table. Non, il n'y a pas. Oui, oui, bien sûr. Pensez à vous séparer, c'est-à-dire si vous êtes un groupe de 4 et que les 3 vont à une autre table. Vous êtes les porte-parole des. Non, je participe pas. Je participe parce que je suis arrivé en retard, alors je sais pas ce que vous allez faire. De l'essence de la chose. Vous pouvez prendre l'atelier en cours et participer aussi. Non. Non. Ok. Parce que j'ai pas fait les... Ok.
les deux personnes un jour. Très bien. Voilà, donc maintenant vous avez effectivement 20 minutes pour répondre à la question suivante. Quelles propositions pouvons-nous formuler pour mieux tirer parti de ces différents changements? Alors bien sûr, si vous choisissez un changement qui est entre guillemets négatif, eh bien vous pouvez proposer des choses pour améliorer cela. Quand c'est quelque chose qui est positif, eh bien comment pouvons-nous encore aller de l'avant et le rendre encore meilleur? Voilà, vous avez maintenant 20 minutes. Très bien. Donc maintenant, le but tout simplement, ça va être de donner une proposition. La proposition jugée la plus pertinente, ou en tout cas celle dont vous êtes le plus fier, de nous la donner. On va un petit peu échanger là-dessus. Alors une par groupe, je tiens à souligner. Et ensuite, on passera la parole à nos deux grands témoins qui réagiront à nouveau sur ce que nous avons pu nous échanger. On commence par ici? Allez, c'est parti. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler le... Non, ça va tarder sur le point numéro 3, donc le numérique, créer de nouveaux liens dans la famille, tout le monde peut apprendre en même temps. Et comme proposition d'amélioration, on pensait faire en fait de notre objet numérique, la tablette, le smartphone, etc., une plateforme d'échange autour, par exemple, ludique, autour duquel la famille pourrait se retrouver. Typiquement, je prends un exemple concret, par exemple le Trivial Poursuite, en faire quelque chose poser au milieu de la table et en faire un objet ludique de jeu vraiment et d'échange, et pourquoi pas aussi d'apprentissage. D'accord, donc c'est l'idée qui vous semble la plus pertinente. Est-ce que tout le monde a compris cette idée-là? Ouais, justement. Alors est-ce que tu pourrais nous la répéter, s'il te plaît? Ok. Non, en fait, on pensait faire de l'objet numérique une plateforme d'échange et pourquoi pas ludique et aussi d'apprentissage autour duquel la famille pourrait se retrouver. Donc, par exemple, j'ai donné l'exemple du Trivial Poursuite, en faire un objet numérique, une application, où la famille pourrait se retrouver autour d'un objet numérique et échanger et jouer autour d'un objet numérique. Et non plus du papier, des questions, etc. Et profiter, bénéficier de tout ce que l'objet numérique peut apporter, que le papier ne peut pas apporter. Par exemple, l'accès à l'information, etc. En fait, un objet du passé, un objet du passé, comme le Trivial Poursuite, le Monopoly, enfin tous ces jeux qu'on jouait en fin de compte en famille autour de la table, qu'on met au niveau du numérique pour que les plus jeunes aient envie d'y jouer, et puis qu'on enrichit quand on ne connaît pas la réponse du Trivial Poursuite, qu'il y a une petite vidéo ou un machin. C'est une idée de start-up, ça, hein? On peut vous laisser la parole. Sinon, c'est une idée de se mettre, que ce soit enfant ou parent, à la portée de l'autre. Si on a acquis une compétence, comme l'enfant fait des vidéos sur internet, d'expliquer comment il fait le montage, etc. à ses parents, aussi bien et les parents peuvent faire pareil avec ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire comme pour la cuisine, la mère veut aussi donner des conseils pour la cuisine à son enfant, si bien sûr la personne est réceptive. Donc du coup, oui, à se mettre en position de... Donc si je comprends bien, on aurait effectivement à un moment donné la position, comme on parlait effectivement au début, de sachant, apprenant qui pourrait être, si j'ai envie de dire, changeante au sein du foyer et surtout entre la relation parent-enfant. Si c'est comme ça que je l'ai interprété, est-ce que c'est comme ça que vous voulez vous exprimer? D'accord. Très bien. Est-ce que quelqu'un voulait réagir à cela? C'est clair pour tout le monde? Tout le monde a bien compris l'idée? Oui. Très bien, merci. À vous la parole. Attention, au bout de 3 secondes, il tombe. Rappelez-nous effectivement de quel changement
Vous nous parlez? Non, on parle un peu de tout, on parle un peu de tout en même temps. D'accord. Donc, il y avait l'histoire. Non, si effectivement, si c'est quelque chose de global, pas de souci, allez-y. Hein. Le problème, c'est que ça détériore les contacts de proximité, mais on s'est dit qu'on pourrait accompagner les enfants en discutant du contenu, des risques, en le responsabilisant, et aussi donner un cadre pour utiliser l'ordinateur ou la tablette avec des horaires, et aussi une réciprocité dans la collaboration et les garde-fous. Et on se doute bien que les garde-fous seront contournés tout de suite par nos ados qui sont plus intelligents peut-être. Est-ce que vous pouvez juste peut-être développer ce que vous entendez par collaboration? Collaboration. Qu'est-ce que j'entends par collaboration? Ça veut dire que le parent apprend à l'enfant, mais que l'enfant apprend aussi au parent. Et trouver un bénéfice à la fois pour l'enfant et pour le parent. D'accord. Il y a un autre point qui nous, c'est un point à part, qui nous a interpellés aussi. On parlait de la sobriété numérique en se disant que initialement tout le monde accumulait tout un tas de trucs sur l'ordinateur ou sur les tablettes, plein de photos, des vidéos, etc. Et qu'il fallait faire le tri. Peut-être apprendre aux enfants à trier, mais nous aussi. Apprendre à trier pour nous-mêmes. L'espèce d'écologie du numérique. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on a 15 000 photos à regarder, c'est compliqué, peut-être. Donc, in fine, l'idée qui en ressort, si je me trompe, c'est quelque part aussi, à un moment donné, encadrer l'usage numérique au sein du foyer, et ce, que ce soit pour les enfants, mais également pour les parents. C'est 100% ça. C'est 100% ça. Tant mieux. Très bien. Est-ce que c'est clair déjà aussi, cette idée pour tout le monde? Est-ce que vous avez besoin d'aller un peu plus loin, ou d'échanger? Est-ce que vous avez des questions? Vu que j'ai eu une idée pendant que madame parlait, ça m'est venu comme ça, donc je vais le dire. C'est l'Internet des familles en fait. En entreprise, il y a ce qu'on appelle l'intranet. C'est un système d'information qui est propre à l'entreprise où en interne on échange des informations, voilà, internes à l'entreprise. Et là, en vous entendant parler, ça m'a fait tilter, je me dis, mais pourquoi pas on ne ferait pas l'Internet des familles? Donc un intranet des familles où les moteurs de recherche seraient des moteurs utiles, comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Quant, qui est un moteur de recherche français, où c'est un moteur qui filtre automatiquement les contenus. Donc je vous ai pris l'exemple de la Syrie. Donc aujourd'hui, si vous allez sur Google, vous tapez Syrie, vous allez trouver toutes les images horribles de bombes, de guerre, de sang, etc. Avec ce moteur de recherche qui est Quant, si votre enfant de 9 ans a un exposé à faire et il tape Syrie, avec ce moteur de recherche-là, il ne trouvera que voilà, la géographie, l'histoire de la Syrie, les paysages, les montagnes s'il y en a, les fleuves, etc. Donc est-ce que c'est peut-être pas ce vers quoi on va tendre cet intranet des familles, où on aura des contenus filtrés, adaptés à tous les âges, pour la famille, pour les parents, pour les enfants, pour les grands-parents, et peut-être sur un autre ordinateur avoir l'Internet ouvert qu'on a aujourd'hui, accessible à tout le monde. Je pense que le numérique c'est bien, Internet c'est bien, mais il faut quand même des limites voilà, pour les enfants, pour les familles. Si je peux réagir, moi ça m'embête qu'on ne parle pas du tout de la guerre quand on parle de la Syrie aux enfants, parce que quand il suffit qu'ils allument la télé et ils voient les infos, ils voient très bien les bombes et les morts. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Après, bon, nous on est là pour encadrer et expliquer, mais s'ils vont sur Internet tout seuls parce qu'ils sont intrigués, moi j'aimerais pas que ma fille de 9 ans aille taper Syrie parce qu'elle a un exposé et trouve ces contenus-là. Donc je serais quand même plus rassurée si le moteur de recherche déjà qu'ils utilisent à l'école ou à la maison est adapté en fait. Voilà. Je pense que les contenus numériques sont bien, mais il faut les adapter. Il faut clairement les adapter à un usage familial, à un usage éducatif. Et peut-être que là, nous, parents, allons être moins stressés quand nos enfants vont sur Internet avec leur téléphone, leur tablette, etc. Il n'empêche qu'on doit être là en tant que parents, mais on ne peut pas être partout tout le temps. À l'école, il y a des amis qui ramènent des choses, et là, on ne peut pas être là physiquement pour contrôler. Est-ce que quelqu'un voulait réagir à ce qui vient de se dire? Oui. Donc là, pour les écoles, vous expliquez un
poser des limites. Donc moi je sais que souvent dans les écoles il y a quand même des sites, des images qui sont censurées. Donc là-dessus je pense que c'est quand même un peu sécurisé. C'est vrai qu'à la maison c'est un peu moins facile je pense pour les parents de surveiller les enfants, surtout s'ils sont dans leur chambre avec la wifi, etc. Par contre, du coup, l'idée de l'intranet interfamilial, je pense que c'est pas mal pour partager le contenu, les photos, tout ça, qu'on ne peut pas vraiment se partager sur les réseaux sociaux comme Facebook. On a juste envie que ça reste dans la famille, quoi, et je pense que ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, voilà, c'est venu comme ça, d'où l'intérêt de ces ateliers pour échanger, parce que ça, en réfléchissant tous ensemble, il y a des idées qui naissent comme ça. Et moi, je trouve que l'intranet, l'usage qui est fait en entreprise, pareil aussi en entreprise, il y a des filtres, hein, vous ne pouvez pas forcément consulter tous les sites que vous voulez faire vos cours sur, je ne sais pas moi, Cdiscount, vous allez taper ça et votre message va s'afficher comme quoi c'est interdit au sein de telle entreprise, etc. Ben, c'est de faire pareil à la maison, d'avoir un intranet familial où lorsque l'enfant va taper, je ne sais pas, quelque chose, ben, il aura un message, non, tu n'as pas le droit d'aller là. Et ça, c'est déjà pas mal. Voilà, une bonne nouvelle. Je fais un peu de la pub Orange, hein, désolée, hein. Mais chez Orange ça existe. C'est Family Place. C'est chargeable sur le Play Store et c'est fait justement à usage des familles. Voilà. Je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, tester. Tester, regardez si c'est bien. On verra si ça filtre vraiment les contenus. Merci. Je viens juste rebondir sur la notion de sobriété numérique dont on a parlé tout à l'heure, parce que en fait, ce que je me disais, c'est que pour que les règles soient communes et que ce ne soit pas un vain mot de dire que c'est un travail collaboratif et familial de faire les choses ensemble, il faut qu'elles pèsent sur tout le monde pareil. Si en gros il n'y a que l'enfant que ça vise par rapport à la peur qu'on a de la crispation autour de son échec scolaire, ça peut aussi tendre la chose et vraiment orienter cette question de la sobriété numérique que sur son temps d'usage. Alors je pense que les questions de stockage et d'écologie qui concernent tout le monde et qui concernent peut-être encore plus les parents que les enfants sont importantes. On voit des parents qui engrangent des quantités de photos, des quantités de vidéos, des quantités de musique qu'ils n'auront jamais le temps d'écouter dans leur vie. Bon, quelle sobriété on attend d'eux, et s'il y a effectivement une plateforme qui permet, un peu comme on est tous égaux devant le problème de la planète, qui permettent de remettre toute la famille à même niveau, alors peut-être qu'il y a un levier pour faire un travail collaboratif familial. C'était un peu l'idée de cette sobriété numérique et de mettre au cœur, en ayant ces mots-là, un jeu où il y aurait qui pèse sur tout le monde. Merci. Là, peut-être une réaction. Alors, parmi les réactions, il y en a plusieurs. Et parmi les idées aussi. Alors il y a effectivement cette histoire de réciprocité qu'on a entendue un petit peu partout. Je pense que ça va à la fois sur effectivement l'histoire des photos qu'on stocke, mais ça va aussi sur le fait que mon téléphone portable à moi aussi, je ne l'utilise pas quand on est à table ou quand je suis en train de faire les devoirs, etc. Je pense qu'il y a une première réciprocité. On ne peut pas demander aux enfants des choses qu'on ne fait pas nous. Tout à l'heure, effectivement, on disait, ben non, c'est scandaleux, à table, les enfants ils regardent leur téléphone, machin, etc. Si toutes les 5 minutes, toi tu regardes le tien, il y a un vrai problème. Et entre autres, bon, c'est vrai que moi je suis autour de tout ce qui est nourriture et puis partage du repas, etc. Voilà, je pense que c'est important. Pourquoi pas, il y a des restaurants qui font ça, vous laissez votre téléphone portable en rentrant au restaurant avant de vous installer dans un coin, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Il y avait ça. Il y a une autre idée aussi qu'on a retrouvée dans plusieurs groupes, enfin une problématique. Du coup, avant, mes enfants ils jouaient à tel jeu et puis bon, bah, ça me plaisait. Maintenant, ils jouent à des jeux que j'aime pas. Et tu as parlé de Trivial Pursuit tout à l'heure. Mais ça m'y a fait penser en fait, pourquoi pas demander à ces éditeurs de jeux, je vais loin, hein, mais d'avoir des versions. La version parent, la version ado, la version enfant, comme on a le Trivial Pursuit Junior, le Senior, le machin, pour que effectivement tu puisses comprendre le jeu, du coup pouvoir t'intéresser, intervenir, alors peut-être avec moins de
de petites spécificités ou de petits détails, mais pouvoir intervenir aussi dans le jeu de ton enfant quelque part, et du coup avoir différentes versions. Comme je parlais de cuisine tout à l'heure, effectivement, d'habitude c'est le parent qui apprend à l'enfant, et là avec une aventure, quand l'enfant reçoit sa recette, c'est lui qui va faire sa recette, et le parent va l'aider sur quelques petites choses, parce que c'est lui qui peut sortir le plat du four, des choses comme ça. De la même manière, au niveau des jeux en ligne, etc., avoir différentes versions, une pour adultes, une pour ados et qui est à fond dedans, et puis une peut-être pour la petite sœur qui, tiens, mon grand frère il joue toujours à ça, j'ai envie de jouer aussi, mais moi je suis le petit chien qui accompagne, enfin j'en sais rien. Voilà, enfin une solution effectivement avec différents niveaux. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'ai entendu qui me paraissait très intéressant dans tous les cas. Merci. À quel âge on peut leur laisser avoir accès à tout ce numérique, toute cette informatique? Parce que même les psychologues là-dessus ne sont pas d'accord. J'en ai lu plusieurs fois. Et... C'est sociologue, mais bon, c'est peut-être non, c'est la même chose. Mais c'est la même chose, mais c'est vrai que les psychologues, j'en ai vu plusieurs à la télé qui parlaient de ça, en particulier le docteur Michel Simès. Eh bien, aucun n'est d'accord. Il y en a qui disent qu'à 2-3 ans, on peut y aller, il y en a d'autres qui disent 5-6 ans par an. Alors, quoi faire? Je voulais juste faire une parenthèse. Moi, ce que j'ai entendu, que les grands entrepreneurs dans le numérique, comme Bill Gates, comme Zuckerberg, enfin d'autres, tout ça, etc., aux États-Unis, ils ne laissent pas leurs enfants aller tout le temps sur des écrans. J'ai entendu idée même dans les écoles, tout ça, etc., ils ne les laissent pas aller à l'écran, tout ça. Il leur permet de faire des trucs sur papier, tout ça, etc. Je sais pas. Je pense que vous avez dit pour moi en disant tout seul. Je pense que l'âge, c'est très personnel, hein, mais l'âge c'est une chose, mais c'est tout seul. Ce qui peut être effectivement compliqué, c'est quand on laisse un enfant de 5 ans, 6 ans tout seul devant une tablette, il risque de faire des choses, d'aller voir des choses qui sont pas de leur âge. Alors qu'en accompagnant un minimum, eh ben, à quelque part, ça permet d'éduquer, etc. Ça me semble important. Les fondateurs de Google, par exemple, les fondateurs de Google et de Yahoo, ils ne laissent pas leurs enfants aller constamment sur des écrans, soit des écrans d'ordinateur, ou tablettes, ou téléphone portable. Avouons quand même que c'est des fois très tentant et très facile pour beaucoup de parents de mettre leurs enfants devant une tablette ou devant une télé, parce que ça leur laisse beaucoup de champ libre. Ils mettent même leurs Soyons enfants. très honnêtes. Et c'est ça le problème, je pense. Effectivement. Le problème, il est là. Ah, je crois que non, mais c'est... Au-delà de ça, je pense, Anne, c'était juste pour compléter, c'est qu'effectivement, ils ne doivent pas y aller seuls, mais il y a quand même effectivement une durée. Et que la durée et les prescriptions sont bien définies, parce qu'il y a aussi une forme d'apprentissage qui est différente. C'est pas un jeu qui passe forcément par les mêmes canaux sensitifs qu'un jeu qu'on peut avoir comme ça sur plateau. On joue pas, on n'utilise pas les mêmes stimuli quand on est devant une tablette que quand on est dans un environnement plus large, avec des champs visuels, un champ visuel plus large, quand on expérimente avec son corps. Alors effectivement, il y a certaines choses qui sont liées à la Wii, ou il y a des pratiques collaboratives de jeux en famille qui sont très intéressantes. Mais au-delà de ça, juste un jeu sur tablette type Candy Crush, ça développe pas du tout les mêmes capacités neuronales ou les mêmes connexions qu'un autre jeu, quoi. Il y a aussi beaucoup à faire attention à ça. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, je vous en prie. Prenez l'exemple de l'écriture. Moi, personnellement, quand j'écris un mot à la main, je mémorise plus le mot ou bien la signification que si je tape un mot, par exemple, sur l'écran, sur un clavier. Parce que vous avez appris à écrire avec votre main. Les enfants qui vont apprendre à taper avant d'écrire auront peut-être des relations avec leur synapse et leur cerveau différentes. Je sais qu'en Finlande, ils ont décidé de supprimer carrément l'écriture pour les enfants directement. Ils apprennent aux enfants à taper directement sur le clavier. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Ils ont peut-être étudié déjà ça, ils ne sont pas plongés des jours au lendemain comme ça.
qu'ils ont pris la décision. C'est qu'il y a eu des chercheurs, peut-être des médecins, des psychologues et tout ça, qui ont déjà travaillé là-dessus. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaitait rajouter quelque chose? Advi peut-être, pour clôturer? Je vais rajouter quelque chose. C'est juste pour vous faire rire. Alors il faudrait bon, c'est vrai qu'on facilite les contacts, mais aussi avec le numérique. Mais le numérique aussi permet par exemple de se faire larguer plus facilement. Et de draguer plus facilement. Oui, draguer plus facilement, se faire larguer plus facilement et de tromper plus facilement. Alors il faudrait inventer, comment ça s'appelle, un filtre, un coupe-feu. Voilà, dès que l'autre a appelé son amour, ce coupe-feu. Dès que l'autre a appelé sa maîtresse, hop, ça coupe automatiquement. Voilà qui travaille pour Orange. Après, on touche aussi à la liberté de chacun, donc... Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites concernant des enfants d'un même âge, par exemple, qui ont vécu sans numérique, ça doit exister, et d'autres avec numérique? Est-ce que le développement est différent? Est-ce qu'ils sont meilleurs? Est-ce qu'ils sont moins bons? Ce qui est très biaisé, c'est que sociologiquement, on sait que ceux qui ont les cadres les plus restreints aux outils sont aussi ceux qui ont les parents les plus nantis d'un point de vue socio-professionnel et culturel, et que ce sont donc des parents surinvestis dans l'éducation de leurs enfants, et qui ont les moyens de leur payer des nounous et des activités, plutôt que de les laisser coller devant des écrans qui font les nounous pour eux, et que du coup tout est complètement biaisé par ce cadre-là. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce que dit par exemple Serge Tisseron, parmi ceux que vous avez dû entendre sur... et je pense qu'il a une intervention dans le Digital Society Forum que vous pourrez consulter. Il avait la règle qui est assez simple des 3, 6, 9, 12, alors, tout en disant qu'elle est simple. Je n'ai pas tout retenu à l'instant de ce qu'il fallait en dire. Sauf qu'avant 3 ans, c'est une limitation totale des écrans parce que pour les raisons qu'évoquait Madame, il y a un développement cognitif qui n'est pas le même quand on est métier plutôt que quand on manipule les objets. Et c'est le moment de la motricité fine, enfin du développement d'un certain nombre de gestes. Donc il faut absolument que les enfants soient le moins possible dans des rôles passifs devant les écrans, tandis qu'après 3 ans, il y a des choses qui peuvent être accompagnées, et en fait c'est vraiment une question d'accompagnement. Ce qu'il dit aussi souvent, Serge Tisseron, c'est qu'il faut faire très attention à la limite d'intrusivité. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un écran qu'il faut avoir la pleine autorité de se dire on peut tout consulter parce qu'il y a des choses tellement dangereuses que ça vous donne droit d'entrer partout. Vous ne lisez pas un journal intime de votre fille, même si elle a 11 ans, et bien, vous n'avez pas à aller consulter ces discussions sur MSN ou sur aujourd'hui Facebook ou ailleurs, Instagram, parce que ça a la même violence que si vous ouvriez son journal intime. C'est des choses, il est intéressant de ce point de vue-là, Serge Tisseron, il est assez mesuré. C'est vrai qu'il ne donne pas des solutions magiques parce que contrairement à ce qu'on aimerait parfois avoir, il n'y a pas une solution technique de rupture, un brouilleur d'ondes dans la cuisine ou pour maintenir la convivialité, par exemple. Voilà. Mais c'est le rôle d'accompagner et de discuter des contenus, y compris si c'est des contenus numériques. C'est pas parce que votre enfant rentre d'une session de jeu plutôt que d'une balade en forêt, qu'il ne peut pas verbaliser ce qui a été fait. Et il y a une forme de reconnaissance de son apprentissage par rapport à ce qui s'est passé en ligne, qui est très importante. Donc il faut absolument qu'effectivement, il y a eu un décrochage à un moment un peu générationnel, parce qu'il y a des enfants qui ont pris, et qu'on a appelé la génération Y, qui ont pris tout ça dans leurs habitudes natives, alors que d'autres ont dû transférer des habitudes pré-numériques vers du numérique. Je pense que ça va se tasser, et que ce qui est important, et les jeux dont vous avez parlé tout à l'heure font écho à ça, c'est que plus il y a d'échanges et moins il y a de crainte, et plus il y a de connaissance de la part de la génération des parents sur les outils qu'utilisent les enfants, et plus, plus cet accompagnement peut se faire facilement. Maintenant, évidemment, chaque génération aura toujours envie de se distinguer de celle d'avant en utilisant les nouveaux outils et en écoutant une autre musique et en lisant d'autres contenus.
ça, il va falloir faire avec, je pense, avec le numérique, comme on a fait avec avant le numérique. Par exemple, c'est pareil, monsieur parlait d'écriture tout à l'heure. Moi, je constate quand même, nous, on apprenait l'orthographe, mais on a vraiment beaucoup d'orthographe, et on écrivait relativement sans faute. Actuellement, c'est loin d'être le cas. Ça n'a rien à voir avec le numérique. En fait, ils ont 8 heures d'apprentissage des fondamentaux en moins. Les SMS, c'est toujours en abréviation. Moi, je les études ont été faites, ça. C'est bon, ça. Non, c'est pas ça qui a un impact sur le niveau d'orthographe, en fait. Oui, c'est les modifications de programme. En fait, ils apprennent plein d'autres choses et du coup, voilà, c'est un autre rapport de l'école. On tire toujours sur le français, rarement sur les maths, en réduisant les heures. C'est l'ensemble des matières principales qui ont, comme on appelait ça, qui ont diminué de 8 heures en fait pour avoir d'autres apports. Pour ajouter une petite question, madame. Vous avez dit que les parents n'ont pas le droit Vous avez dit que les parents n'ont pas le droit d'aller, par exemple, voir ce que leur enfant regarde. C'est vrai que sur le plan intime, c'est logique. C'est une violence. Mais comment, par exemple, un enfant, alors dans ce cas, si on laisse comme ça, on ne regarde pas du tout, on ne sait pas si de l'autre côté de l'écran, si c'est un pédophile qui est en train de se doyer. On ne sait pas, par exemple, s'il y a beaucoup d'harcèlement par Internet, il y a des enfants fragiles qui se sont suicidés parce que leurs camarades les harcèlent et tout ça. Il y a beaucoup d'horreur, on dit vous êtes boutonneux, vous êtes boutonneuse, vous êtes moche, machin, tout ça, etc. Tout sur machin truc. Je vais pas prendre forcément, la parole les enfants, ils ne vont pas raconter ça à leurs parents, en fait. Ils vont pas se confier. Ce que Satisson, je l'ai entendu en parler vraiment précisément de ça. En fait, ce qu'il a expliqué, c'est que de toute façon, on ne peut pas réduire à zéro le risque qu'un enfant tombe sur un pédophile quand il va à l'école ou quand il sort sur Internet, c'est pareil. Ça, on ne pourra pas le réduire à zéro, c'est sûr. Par contre, ce que je voulais expliquer, c'est que si un enfant est victime de harcèlement, si un enfant, ça se traduit dans son comportement. Et en fait, c'est vrai qu'il multipliait les signes de vigilance par rapport à ce qui se passe en forme de harcèlement à travers les plateformes numériques. Dans les collèges et dans les lycées, il y a des formes de harcèlement assez fortes et de difficultés qui sont... Et effectivement, il insistait sur la vigilance qu'il y avait à avoir par rapport à ça. Mais je me souviens dans son propos qu'il disait que ça se traduisait dans un comportement d'enfant. C'est-à-dire s'il y a une relation de confiance avec les parents, si le cadre familial est bon, a priori, le problème va être verbalisé par l'enfant et le parent va être à l'écoute des problèmes de son enfant. Bien sûr que c'est la situation idéale et qu'il y a des familles où les parents croisent leurs enfants très peu et que les parents sont... qui perdent prise sur la réalité de ce que vivent leurs enfants au quotidien. Mais là, je suis gênée parce qu'effectivement, Satisson est psychologue, psychiatre, avec plusieurs casquettes, mais il est psychiatre, psychothérapeute, et il a écrit beaucoup de choses. Je préférerais vraiment que vous le lisiez, et c'est sur le DSF, donc c'est assez accessible. Je pense qu'il y a des choses qui sont, c'est pas forcément des livres à acheter. Il est très médiatique, et je pense que vous retrouverez facilement des choses intéressantes qu'il a pu dire là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on va cette fois-ci terminer si vous voulez bien. Bien entendu, ne vous en allez pas tout de suite puisque nous avons un verre de l'amitié. Nous pourrons effectivement continuer à échanger autour de ces différentes problématiques qui nous animent ce soir. Dernier point que je voulais ajouter, c'est aujourd'hui nous avons travaillé, entre guillemets, nous avons échangé en tout cas. Ça ne s'arrête pas là puisque l'ensemble des travaux que nous avons effectués ce soir seront bien entendu retranscrits à ce qu'on appelle le 5-5. Donc il y a une feuille qui a circulé pour ceux qui ne s'étaient pas inscrits à l'atelier, sur laquelle vous pouvez effectivement renseigner votre adresse mail pour que nous puissions par la suite vous envoyer ces différents éléments-là, qui sont également, je le rappelle, bien entendu, possiblement vous allez pouvoir le retrouver sur le site du DSF. Voilà, je vais maintenant laisser Anne conclure cette belle soirée avant de nous désaltérer. Au bout de la fin, mais je pense qu'on a vraiment bien échangé. Il y a eu des choses extrêmement intéressantes. Je pense sincèrement que dans tout ce que moi j'ai entendu, il y a vraiment une règle qui est de dire dans une relation au sein d'une famille, ce qui est important, c'est vraiment d'échanger de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire de ne pas laisser les enfants seuls.
Le numérique, c'est une chose, mais les exemples qu'on a cités, que ce soit les fréquentations, que ce soit l'intérêt qu'on peut porter à son enfant, qu'il est numérique ou pas, c'est la base. Si cette base-là n'existe pas, le numérique va effectivement pouvoir être un rempart un peu dangereux à quelque part. C'est un peu la réflexion que je me suis faite en entendant tout ce que j'ai pu entendre ce soir. Je vais juste... mais j'aimerais vraiment laisser le mot de la fin à Anne-Sylvie, parce que je trouve vraiment chouette qu'elle ait pu rester avec nous jusqu'au bout. Donc je te laisse le temps d'y réfléchir. Avant, je voudrais juste vous montrer sur les tables, vous avez des petits chevalets avec un QR code. Alors on est dans le numérique, hein, donc ce QR code, normalement vous avez une application sur votre téléphone qui vous permet de ce qu'on appelle le flasher. Et en le flashant, vous allez avoir un petit questionnaire sur cet atelier, la façon dont c'est déroulé, les sources d'amélioration que vous y verriez. C'est assez important pour nous parce que ça nous permet de nous améliorer à chaque fois, donc n'hésitez pas à le flasher et de nous donner votre avis. Voilà, en tout cas, comme le disait Jean, ne partez pas après, nous avons prévu un petit cocktail dînatoire. Ça nous permettra de continuer les échanges riches que nous avons eus ce soir. Anne-Sylvie, je peux te laisser terminer. Très rapidement, c'est ce que tu viens de synthétiser qui nous fait penser, c'est qu'il faut être accompagner ses enfants et le meilleur accompagnement, c'est aussi de savoir les laisser partir un peu. Donc, c'est ce qu'on m'a appris, moi, jeune maman, au sens maman d'un enfant bas âge, c'est que quand il commence à courir dans la rue et que tous les autres sont là en train de l'arrêter, flipper, vous dire non, et que vous savez que ça fait 5 fois, 10 fois, 20 fois qu'il s'est toujours arrêté quand c'était dans un contexte pas dangereux, vous savez qu'il va le faire. Voilà. Dans l'accompagnement numérique, c'est la même chose. Je pense qu'à un moment, il faut savoir laisser son enfant naviguer dans la vraie toile. De toute façon, il ira autrement. Le tout, c'est de bien l'accompagner pour qu'il sache le faire et avoir confiance et établir des relations familiales suffisamment de confiance pour que s'il a un souci, que vous en parlez. Je terminerai par ce niveau-là. Je ne finirai pas sans remercier Maryse et Nicolas. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que ça a été vraiment très riche. Donc, vous vouliez rajouter quelque chose, je clôture. Merci. Je le sentais bien, c'est pour ça. Ouais. Mais bon, enfin, c'est suite aux conclusions de chacun finalement. Moi, ça va être juste une question que je vais essayer de vous poser à tous. Et puis du coup, c'est peut-être une petite graine qui va germer. Je pense que l'important, c'est que chacun d'entre nous sache à quoi doit servir le numérique. En fait, je pense que si on sait à quoi il doit servir, on va aussi le transmettre à nos enfants. Et eux sauront à quoi il doit servir. Pourquoi est-ce que vous avez du numérique dans votre famille? Quelle est cette raison-là? Et qu'est-ce qu'elle va apporter? Et si vous savez, vous, à quoi ça doit vous servir, à quoi ça doit servir à votre famille, eh ben, inculquez-le à vos enfants. Et puis, je pense que ça va permettre qu'ils sachent pourquoi il y a du numérique dans votre famille. Merci beaucoup, Nicolas. Et un dernier merci à Claire, Jean, qui a animé ce DSF. Catherine, elle est partie. Jean-Philippe, qui a fait également le fil Twitter. On est numérique jusqu'au bout. J'espère que j'ai oublié personne, mais je pense qu'on a tous très soif. Merci beaucoup. Bravo, en tout cas.